Pour évoquer le mouvement des Gilets jaunes, les différentes mobilisations qui ont cours en France actuellement, des lycéens aux transporteurs routiers, bref, cette contestation sociale que l'on voit aujourd'hui se diffuser un peu partout dans notre pays, un grand historien, Gérard Noiriel, vous avez publié une somme, ça s'intitule Une histoire populaire de la France. Ceux qui connaissent l'histoire populaire des États-Unis d'Howard Zinn pourront faire le parallèle. C'est un ouvrage qui vient de sortir, mais c'est vraiment, à mon sens, déjà un classique. Il est publié chez Agone et je voulais justement votre regard d'historien du peuple français sur l'événement qui est en cours en France, Gérard Noiriel. Oui, ben c'est un événement assez inédit, ça, on ne peut pas le nier, mais on peut quand même montrer qu'il y a toute une série de constantes dans les formes de révolte populaire, hein, c'est-à-dire dans l'expression à la fois contradictoire, parce que tous les mouvements, disons, spontanés charrient des choses contradictoires, mais aussi des constantes comme la question qui était initiale, qui était de la taxe, le rapport à l'impôt, par exemple, qui a toujours été un point extrêmement important dans l'histoire de la France. Je le montre dans le livre depuis même l'Ancien Régime. C'est-à-dire C'est-à-dire que la question de l'impôt, elle a été fondamentale, puisque la France, en tant qu'État français, s'est construit à partir du XVe siècle, où il y a l'impôt régulier qui est donc mis en place par le pouvoir royal, et l'inégalité face à l'impôt, c'est une grande revendication de l'Ancien Régime, puisque les plus riches, les privilégiés, n'en payaient pas. Donc, une des motivations de la Révolution française, c'est bien la question de l'injustice à l'égard de l'impôt. Et il y a, vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme, un article qui dit justement le consentement à l'impôt, c'est fondamental dans pas la de citoyenneté. Démocratie sans consentement à Voilà. l'impôt. Et puis aussi que les citoyens sachent ce qu'on fait de leurs impôts. Et donc, le point de départ, même s'il était énoncé, je dirais, par la formule du non aux taxes sur le carburant, qui pouvait apparaître anti-écolo, etc., en fait, ça désignait quelque chose de beaucoup plus vaste par le fait. Et on l'a vu d'ailleurs, progressivement, le mouvement s'est élargi et a abordé des questions beaucoup plus vastes sur la question des injustices, des inégalités sociales. Le caractère dit hétéroclite, je dis dit hétéroclite parce que peut-être pour vous, y a-t-il effectivement des choses qui sont finalement plutôt en faveur d'une homogénéité de ce mouvement, Gérard Noiriel? C'est-à-dire que tout mouvement social, on pourrait remonter à 36 ou au 19e siècle, etc., c'est toujours un processus. C'est-à-dire, au début, le mouvement éclate, il y a des voix divergentes qui s'expriment, etc. Et puis le mouvement évolue, et on ne sait jamais au début ce que va devenir le mouvement. Il y a donc un enjeu majeur aujourd'hui, je dirais pour tous ceux qui s'intéressent à la vie politique française, de tirer le mouvement aussi dans le bon sens, mais sans être donneur de leçons, etc. Mais parce qu'il y a, voilà, il y a des choses contradictoires, et donc voilà, il y a un fil conducteur qui doit être maintenu sur la question sociale, je pense, la question des inégalités, et freiner peut-être les tendances qu'on peut entendre aussi, je dirais, un peu xénophobe ou autre dans le mouvement. C'est sûr qu'il y a des contradictions aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je pense que voilà, il y a un enjeu aujourd'hui important par rapport à ce mouvement-là, dans la définition et l'orientation du mouvement. Bon alors néanmoins, c'est un mouvement qui se veut apolitique, qui est très différent, par exemple, de mai 68. Mai 68, c'était de la politique pure. Aujourd'hui, il n'y a pas de slogan politique. Est-ce que c'est le reflet d'une dépolitisation des temps, selon vous, Gérard Noiriel? Oui, je pense qu'il y a une mutation considérable dans la structuration même de l'espace public. On est passé de ce qu'on peut appeler d'une démocratie de partis, où les partis politiques étaient autonomes et jouaient un rôle important, à une démocratie du public, où désormais toutes les organisations sont plus ou moins dépendantes des médias, de l'actualité, voilà. Et donc à partir de là, les choses se recomposent autrement. Et je pense que quelque part, on pourrait faire le parallèle entre l'élection de Macron comme président de la République, en dehors aussi des partis, etc., un outsider, et ce mouvement-là qui échappe au cadre habituel. Donc c'est aussi aux organisations de s'adapter. On peut regretter cette évolution ou l'approuver, peu importe, mais les partis, les syndicats, les associations sont nécessaires dans des mouvements comme ça, mais leur rôle doit évoluer. Leur rôle doit évoluer vers quoi, d'après vous? D'être plus à l'écoute, peut-être ce qui m'avait frappé dans le mouvement, quand on regardait comme ça qui était sur les ronds-points et qui parlait, c'était quand même la diversité initiale des gens qui prenaient la parole. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que dans les groupements officiels, la diversité aussi des gens par leur origine, etc. Et cette diversité-là qui caractérise la société française aujourd'hui n'apparaît pas encore assez dans les organisations. Je veux dire, il y a une leçon à tirer de ce mouvement-là, oui.
et d'autre part une souplesse aussi pour comprendre, pour être présent dans ces mouvements-là, de façon à rénover aussi ce qu'on appelle parfois les corps intermédiaires. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de mises en garde contre les violences de samedi. Votre point de vue, là aussi, d'historien, Gérard Noiriel? Alors là, vous voyez, un chercheur, il est toujours un petit peu en danger parce que si on relativise, on va nous dire qu'on cautionne les violences, alors qu'effectivement, si on replace dans l'histoire de France ce qu'on appelle aujourd'hui les violences, on voit très bien qu'il y a une évolution et qu'on est dans une société beaucoup plus pacifique, beaucoup plus pacifique. Je veux dire. C'est-à-dire? Si vous prenez les précédents mouvements sociaux, j'entendais par exemple sur une chaîne télévision quelqu'un parler de carnage à propos de ce qui s'est passé dimanche. Il n'y a eu aucune victime directement par les forces de l'ordre. Il y a eu des dégradations matérielles, c'est pas pour les justifier, mais carnage, ça quand même, ça évoque des choses bien plus violentes, avec beaucoup plus de morts, même si vous prenez, je sais pas encore, la manifestation des travailleurs algériens le 17 octobre 61, hein, vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de victimes. Et puis si on remonte dans le temps, eh bien, on se rend compte que les mouvements sociaux ont généré des formes de violence beaucoup plus fortes, des deux côtés d'ailleurs. Les grandes grèves de 47-48, ça a fait des dizaines de morts, avec des affrontements beaucoup plus violents. Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'on avait oublié ce que pouvait être une lutte sociale. Oui, je pense que voilà, la violence, elle est voilà, surtout quand on a affaire à des gens qui se sentent exclus, humiliés, qui n'ont pas de possibilité aussi de s'exprimer via le langage ou via les formes d'art, enfin des formes pacifiques d'expression, forcément, la violence physique peut ressurgir, surtout dans des mouvements qui ne sont pas encadrés, où il n'y a pas de discipline, où il n'y a pas eu un travail de politisation, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc voilà. Et maintenant, il faut trouver des moyens aussi d'éviter qu'elle se développe, ça c'est évident. Alors, quelques-unes des figures du mouvement. J'ai du mal d'ailleurs à parler de figures du mouvement, puisque en réalité c'est un mouvement qui n'a pas de meneur. Mais en tout cas, on sait qu'on a affaire à des nazillons ou à des créatures fascistoïdes. Gérard Noiriel, ça c'est indéniable. Pour autant, même si eux, évidemment, ont des visées fascistes, la République est-elle menacée selon vous ? Moi, je ne crois pas que la République soit menacée. C'est-à-dire, ce qui pourrait être menacé, c'est peut-être le gouvernement. Il peut y arriver qu'on a vu quand, vous savez, dans les années 80, Malik Oussekine... C'était en 1986. Voilà. Donc, ça avait eu des conséquences très importantes sur le plan politique, mais dans le cadre de la démocratie. Ça avait soulevé beaucoup d'émoi. Voilà, c'est ça, voilà. Mais je veux dire, au niveau de la démocratie en tant qu'un système, la République en tant qu'institutionnellement parlant, je ne vois pas en quoi elle serait menacée. Je veux dire, le problème de la violence légitime, vous savez, Max Weber disait que l'État, ça avait le monopole de la violence légitime. Eh bien, les forces, le problème d'aujourd'hui, c'est que un État démocratique doit être capable de maîtriser sa force. C'est un des enjeux aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller dans la répression ? Alors, par ailleurs, en dehors de ça, donc indépendamment donc de la poignée d'individus qu'on a vus avec évidemment là aussi de noirs dessins, la plupart des gilets jaunes ont un discours qui vous rappelle quelque chose, vous qui êtes historien des luttes populaires, Gérard Noiriel. Oui, moi, dans ce que j'entends une diversité de formulations, d'expressions, mais qui sont centrées sur des revendications populaires qui existent depuis très longtemps, c'est-à-dire la lutte contre les injustices, la question économique qui est très, très, très présente, le tous ensemble aussi qu'on retrouve, c'est-à-dire cette sociabilité. Alors, l'originalité, c'est une sociabilité de rond-point, je dirais, aujourd'hui, et qui est coordonnée par les réseaux sociaux, ça c'est tout à fait inédit. Et puis, la question de la dignité qui revient de manière très, très forte dans les propos qu'on entend. Et qui est quelque chose d'important, même si là aussi, alors il y a des tentatives de récupération du mouvement. On voit par exemple la une de Paris Match. Alors Paris Match, de manière tout à fait malencontreuse, a mis en une un gilet jaune qui n'est pas un vrai gilet jaune, puisqu'en fait c'est un révisionniste bien connu de ceux qui s'intéressent au révisionnisme. Ces tentatives de récupération, elles sont classiques, Gérard Noiriel? Elles sont classiques, mais je dirais que il y a quand même aujourd'hui des formes ou nouvelles, c'est-à-dire qui choisit les porte-paroles qu'on voit dans les grandes chaînes de télévision, par exemple. Ça, c'est lié au fait qu'auparavant, en tout cas depuis le 19e siècle, le mouvement ouvrier avait ses propres leaders, ses propres porte-paroles. Donc ça permettait aussi de canaliser. Alors que là, on a une diversité. Alors à la base, c'est très bien, mais malgré tout, il y a une sélection qui se fait, parce qu'ils ne parlent pas tous à la télé. Alors quels sont ceux
qu'on invite. Moi, je pense qu'il faudrait aussi poser la question de cette forme de recrutement qui n'est pas de l'auto-recrutement, mais qui est un jeu complexe entre les médias et puis les gilets jaunes, etc. Parce que ça, c'est très opaque au fond. On ne sait pas qui décide. Ben, a priori, puisque étant un média ici à France Culture, on sait que, par exemple, le Gilet jaune à qui on a donné la parole était l'un de ceux qui était le plus visible sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à ça, justement, Gérard Noiriel? Alors, donc, ce seraient les réseaux sociaux qui joueraient un rôle décisif par rapport au nombre de vues, etc. C'est une des possibilités. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment non plus vraiment démocratique. C'est-à-dire mais là, il nous faudra du recul. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs en sciences sociales qui vont étudier ça de près et qui vont tirer les leçons. À chaud, c'est quand même difficile de se prononcer en restant sur la réserve qui doit être celle des chercheurs. Alors, en revanche, le fait qu'il y ait aujourd'hui de plus en plus de voix syndicales, de voix traditionnelles, alors donc ça va de la CGT à la FNSEA aujourd'hui, ça peut contribuer à repolitiser le mouvement. Cette fois-ci, si vous pensez par exemple à mai 68 ou à d'autres luttes où on a eu d'abord affaire à quelque chose qui ne relevait pas des structures classiques, puisque 68, c'était pas au départ des structures classiques, et la manière dont ensuite les cadres traditionnels de la lutte sociale s'en sont emparés, quelles pourraient être les conclusions pour le mouvement qu'on est en train de vivre, Gérard Noiriel? Je ne crois pas. En 68, c'était un mouvement d'abord étudiant et où les classes populaires l'avaient rejoint. Alors aujourd'hui, ça pourrait être l'inverse puisqu'on sait que les étudiants, les lycéens sont aujourd'hui mobilisés. Ceci dit, quand même, 68, ce qui a marqué 68, c'est la grève. C'est la plus grande grève de l'histoire de France, donc le blocage de la production. Donc il y a la question économique qui est en jeu. Je veux dire, elle existe dans ce mouvement puisqu'on sait que le blocage des routes a des effets aussi économiques. Ça, c'est une dimension très importante, y compris pour le pouvoir, parce que ça met en péril les équilibres des comptes économiques, etc. Donc voilà, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de possibilité pour les partis politiques de faire une convergence des luttes, comme on dit, classique. Il peut y avoir un accompagnement du mouvement, et puis c'est sur la longue durée aussi. Je ne pense pas que les Par exemple je ne sais pas, ça peut amener aussi d'une part à un début de politique. Je crois que ça se fait déjà. D'ailleurs, dans le mouvement, il y a une éducation politique. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu un syndicat, jamais participé à la moindre lutte, qui se retrouvent là, à partir de leur propre centre d'intérêt. Et on sait que c'est souvent comme ça que se développe la politisation. Alors justement, est-ce que les Gilets jaunes pourraient devenir une partie d'entre eux, bien entendu, puisque tous ne sont pas sur les mêmes thèmes, mais est-ce qu'une partie d'entre eux pourrait créer un mouvement politique? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de France, Gérard Noiriel? Là, écoutez, je n'ai pas d'exemple où un mouvement parti comme celui-là est spontanément... Non, parce que ça, c'est vraiment un mouvement inédit, mais une lutte qui débouche sur un parti politique, et pas l'inverse. Oui, ça c'est vrai que ça a déjà existé. On peut dire qu'il y a dans le mouvement ouvrier, effectivement, si même on prend le 19e siècle, les formes de reconstruction du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, etc., ont abouti à des formes nouvelles de politisation. Les révoltes légendaires, je pense par exemple à la révolte des Canuts à Lyon, enfin bref, ce qui est présenté comme étant les premières pages de l'histoire du mouvement ouvrier en France, Gérard Noiriel, comment ça évolue ensuite politiquement? Alors pour les Canuts, c'est un peu ambigu parce que certains les classent dans la préhistoire du mouvement ouvrier parce que c'est quand même un mouvement d'artisans, voilà. Mais ce qui est le cas aussi sur les ronds-points, parce qu'on voit des auto-entrepreneurs. Voilà, c'est ça, oui. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on revient, grâce aux réseaux sociaux, on pourrait dire, qui recréent de la proximité. C'est de la fausse proximité, on pourrait dire, parce que les gens ne sont pas en face à face. Mais on retrouve des formes de lutte. C'est de la sociabilité, en tout cas. Oui, c'est de la sociabilité qui rappelle, je dirais, une histoire antérieure au mouvement ouvrier. Parce qu'on a eu donc le mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle avec de la délégation de pouvoir très forte, surtout dans la version marxiste et après marxiste-léniniste, et médiatisée par de la culture écrite, c'est-à-dire des journaux, voilà, des partis qui avaient leur propre presse, etc. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux, il y a des formes de coordination de l'action qui peuvent passer par les réseaux sociaux, c'est-à-dire indépendamment des structures. Qu'est-ce que ça peut donner? Je crois que ça peut donner des choses, effectivement, un renouveau du mouvement coopératif
coopératif. Par exemple, en France, il y a une grande tradition. Alors ça, il faut rappeler aux auditeurs ce qu'est le mouvement coopératif, qui a eu de grandes heures et de merveilleuses réalisations. Le 19e siècle, et là on peut faire le lien avec les canuts, c'était l'idée de bien tous les travailleurs se coopèrent à la production. C'était aussi le grand thème de la grève générale, par exemple, qui était de dire, voilà, on va supprimer le capitalisme en se mettant tous en grève. Mais alors, il y a une partie de la bourgeoisie qui a rejoint, ou sinon rejoint, en tout cas compris ce mouvement, ce qui a donné lieu à des choses qui sont des choses qu'on peut trouver admirables. On a la possibilité aussi de les rejeter, mais je pense aux familistères de Guise, bref, à ces organisations où il y a une voie française d'adaptation du capitalisme, Gérard Noiriel. Oui, c'est une des tendances du mouvement saint-simonien, qui a donné deux pôles, c'est-à-dire l'encouragement au capitalisme libéral, mais aussi des formes d'utopie, le communisme, Cabet, etc. Enfin, voilà, pas le duc de Saint-Simon, bien sûr, mais le comte, c'est-à-dire la possibilité que l'on se dise qu'il y a finalement possibilité de faire société au-delà des conflits de classe. C'est ça, voilà. Et sans délégation non plus de pouvoir à des chefs qui dirigent tout, voilà. Donc ça, c'est une des tendances. Je pense que c'est une des tendances qui est en train de se développer. Même avant le mouvement des Gilets jaunes, on pouvait le voir à différents niveaux. Le problème, c'est qu'on est quand même dans des sociétés qui, par ailleurs, restent structurées par des États très puissants. Donc, on ne peut pas, voilà, je veux dire, on ne peut plus être dans une logique utopique comme celle du 19e siècle, qui s'était développée, je le montre aussi dans le livre, avant ce que j'appelle la nationalisation de la société française, qui date de la Troisième République. Donc, question difficile, mais vous êtes un grand historien, Gérard Noiriel. Comment la France a-t-elle l'habitude de faire avec ces révoltes pour que la colère s'apaise? Comment ça se passe, vous qui avez écrit cette histoire populaire de la France? Je dirais que dans l'histoire, très souvent, ça se finit dans le sang. Je vais dire, historiquement, les grandes... 68, ça s'est pas fini dans le sang. Il y a eu un mort. Voilà. C'est terrible, mais... Oui, il y a eu plusieurs morts en 68. Mais 68, disons, il y a eu une répression importante, mais ça s'est terminé... terminé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu les élections de la fin du mois de juin 68 où la majorité silencieuse a voté pour De Gaulle, donc contre les contestataires. Mais le mouvement a perduré après dans les usines, vous savez, jusqu'au milieu des années 70. Donc il y a eu quand même une évolution peut-être moins visible que le mouvement lui-même, mais qui a existé. Autrement, antérieurement, très souvent, ça se terminait par de la répression violente. Heureusement, notre société a progressé. Donc aujourd'hui, eh bien, je crois que il y a un jeu après politique, le pouvoir compte qu'avec les fêtes de Noël, peut-être ça va s'estomper, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer le côté massif de ce mouvement. Quand on voit les gens qui sont sur les ronds-points, ça a été compté, il n'y a jamais eu plus de 200 000 personnes, ce qui est peu, ou 300 000 personnes. Mais la sympathie semble aller au-delà de ces personnes qui sont aujourd'hui sur les ronds-points. On voit bien que ce qui compte, c'est l'opinion publique, c'est-à-dire c'est ça qui inquiète aussi le pouvoir. Et donc après la dramatisation à laquelle on assiste de façon évidente de la part du gouvernement, joue un rôle pour essayer d'effrayer les gens, pour essayer de démobiliser et de faire en sorte que l'opinion se retourne contre les militants des Gilets jaunes. Merci Gérard Noiriel. Alors comme vous l'avez opportunément rappelé, c'est bientôt Noël et justement un très beau cadeau de Noël, c'est une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours. C'est un livre récent, je le répète, mais c'est vraiment aujourd'hui un classique avec une vision très singulière qui est la vôtre, Gérard Noiriel, de l'histoire de France qui mérite, à mon sens, d'être découverte. Tout à l'heure,